commence tout de suite avec cette actualité qui concerne Internet et la fin de la neutralité du net. Et on en parle avec vous, Xavier Degros, bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être d'abord un mot d'explication avant qu'on en vienne à essayer de comprendre les effets de cette décision. Mais c'est quoi la neutralité du net ? Alors, la neutralité du net, c'est un principe quasiment fondateur du net, en quelque sorte, qui dit tout simplement qu'un opérateur, donc un fournisseur d'accès à Internet, en Belgique c'est Proximus, Telenet, vous par exemple, ne peut pas discriminer les flux. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, il ne peut pas décider que, écoutez, les vidéos de Netflix, on va les freiner, le flux live de BX1, on va carrément le bloquer, et en plus, on va faire payer monsieur et madame tout le monde plus cher pour accéder, par exemple, à YouTube. Donc, il ne peut pas faire ça, sinon il enfreint quelque part cette règle fondamentale du web. Ouais, donc principe fondateur en quelque sorte parce qu'il garantit l'égalité finalement entre tous les contenus, c'est ça ? C'est exactement ça. Égalité d'accès, donc que les routes qui amènent les différents contenus soient absolument équivalentes, quoi. Et qui évite du coup un Internet à plusieurs vitesses, donc en fonction des revenus éventuellement des consommateurs ou en fonction de ce que les sociétés type Facebook, Netflix, etc. seraient prêtes à payer pour avoir un accès privilégié justement sur ces fameuses autoroutes. Alors, aux États-Unis, c'est peut-être ce qui va se produire, on le verra. En tout cas, la Commission fédérale des communications aux États-Unis a pris cette décision de mettre fin à ce principe. Comment est-ce que concrètement, ça va se traduire ? Alors, d'abord, il faut être très prudent avec « ça va se traduire » parce qu'on n'est vraiment pas sûr que ça se traduise. Si ça finit par se traduire, donc il y a une décision effectivement, mais il y a des recours donc, vous possibles. Dites pas sûr. Alors, je vous interromps une seconde parce que Philippe Navet, qui est juriste, avocat spécialisé en technologie, nous rejoint. Voilà, bonsoir, merci d'être avec nous, installez-vous. Bonsoir. Donc, on va juste alors, Xavier Degros, terminer là-dessus. Donc, première chose, vous disiez, c'est pas encore sûr que ça s'applique. Donc, la décision la commission a bien été prise. Elle a pris sa décision, mais il y a encore plusieurs possibilités. D'abord, il y a des recours au Congrès qui sont possibles. Enfin, ça, j'y crois peu parce que, grosso modo, il faudrait soit que Trump signe l'inverse de ce qui vient d'être décidé à la commission, ce qui est très très peu probable, ou que 2/3 des députés au Congrès votent en faveur d'un changement et donc contre la commission. Or, on sait que le Congrès est majoritairement contrôlé par les républicains. Donc ça, c'est peu de chance. Par contre, il y a des procédures judiciaires qui sont possibles et on a vu très vite après la décision de cette commission, par exemple, le procureur de New York annoncer un procès et en tout cas ne va pas lâcher l'affaire et on peut imaginer que les géants que sont Google, Facebook, Amazon, Apple, passent aussi à l'action pour essayer, si pas de bloquer, au moins de ralentir la mise en application de cette nouvelle règle, en attendant par exemple un président américain un peu moins olé, dirons-nous. Voilà, donc décision prise, pas encore appliquée, à voir si elle le sera ou pas. Oui. Philippe Navet, bonsoir, merci d'être avec nous. On se demandait quelles seraient les conséquences concrètes, finalement, d'une éventuelle fin ou rupture de ce principe fondamental qu'est la neutralité du net. Vous voulez parler aux États-Unis ou en Europe ? Oui, pour l'instant, effectivement, aux États-Unis, mais quelle serait pour les consommateurs, par exemple, la fin de ce principe-là ? Alors, une première chose, un argument qui a été avancé en faveur de cette fin de la neutralité, c'est qu'actuellement, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet qui financent le renouvellement des infrastructures. Ils en ont marre parce qu'ils ont l'impression que des grosses sociétés consommatrices de bande passante ne participent pas au renouvellement de ces infrastructures, alors que ce sont elles qui se font de l'argent sur ces infrastructures performantes. Donc, elles pourraient forcer des fournisseurs de services sur Internet comme YouTube ou Netflix à payer pour avoir le droit de bénéficier d'un accès à leurs vidéos parfait. Pour les consommateurs, ça pourrait poser problème éventuellement, mais rien n'est encore certain. Par exemple, si un fournisseur d'accès à Internet commençait à ralentir des sites, l'accès à certains sites, au profit de certains autres sites. Par exemple, imaginons qu'un fournisseur d'accès à Internet soit aussi le titulaire d'un site de news. Il pourrait très bien avoir un incitant, celui de favoriser la rapidité d'accès à son site de news à lui, son site maison, au détriment
d'autres sites de news. Ouais, ce qui arrive aux États-Unis d'ailleurs, où on a souvent une confusion entre, ou en tout cas la même entité qui est à la fois fournisseur d'accès et contenu. Et c'est pour ça qu'on a très peur de ce genre de fin de la neutralité, car ce mélange des genres peut effectivement amener à des conclusions désastreuses. Ouais. Qui en payerait le prix, qui seraient les lésés de l'affaire? Forcément l'utilisateur final, puisque les fournisseurs d'accès qui voudraient passer à l'action suite à cette nouvelle règle feraient quoi? Feraient en sorte que, in fine, leur poche soit un peu plus remplie. Et si pour ça, il faut que les producteurs de contenu ou les Netflix et autres sortent le portefeuille également, ça ne va pas les empêcher de dormir. Il faut savoir que le contexte quand même concurrentiel est assez différent de ce qu'il y a en Europe. Et donc, il n'y a pas seulement une différence je dirais, de culture par rapport à cette neutralité du net. En Europe, on est tout à fait en faveur de la neutralité du net et c'est très clair. Mais en plus, là, aux États-Unis, les opérateurs, donc les fournisseurs d'accès Internet, sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont en Europe. Alors, vous venez de répondre en partie à la question que je voulais poser, mais Philippe Navet, est-ce qu'on peut imaginer que certains ici, au niveau européen, aient envie de suivre cet exemple, si on peut dire, ou en tout cas la décision qui a été prise aux États-Unis? On peut tout craindre. C'est évident que l'argument du renouvellement des infrastructures, c'est un argument qui est solide ou pas, car les deux parties avancent leurs propres chiffres pour dire que les fournisseurs d'accès à Internet peuvent continuer à tirer de confortables bénéfices sans l'intervention des fournisseurs de contenu sur Internet. Mais en imaginant qu'ils fassent des efforts de lobbying efficaces en disant, écoutez, si on n'est pas aidé par les fournisseurs de contenu, à ce moment-là, on va arrêter de renouveler nos infrastructures et les consommateurs vont en payer le prix. On pourrait imaginer que certains hommes politiques soient sensibles à cet argument. Mais quand on voit déjà aujourd'hui à quel point cette fin de la neutralité fait réagir en Europe, alors qu'on parle d'une fin de la neutralité... Alors qu'on n'est pas directement concerné, en tout cas pour l'instant. Voilà. On peut espérer que les gens soient plus attentifs, on peut l'espérer. Ouais. Pourtant, il y a déjà des entorses aujourd'hui à ce principe fondateur, comme on l'a présenté, de la neutralité du net, parce qu'on a vu certains fournisseurs qui font des offres spéciales, des paquets, des offres qui, d'une certaine manière, favorisent certains types de contenus. Oui, mais pas comme ça, c'est-à-dire pas en ralentissant certains contenus. Mais en jouant sur les prix, par exemple. En jouant sur les prix, ça oui. Donc il y a effectivement au niveau européen depuis plusieurs années une directive qui favorise la neutralité du net. Ça c'est le cadre européen. Mais il y a une autonomie de la part des régulateurs nationaux et certains, dont la Belgique d'ailleurs, on a l'IBPT en Belgique qui est le régulateur du secteur des télécoms et des communications, tout à fait, a permis par exemple à un acteur comme Proximus des offres un peu particulières qui vont dans le sens de ce que vous évoquez. C'est-à-dire que vous vous abonnez à un pack qui comporte téléphonie fixe, Internet, mobile, etc. Et on vous offre, hors forfait, la possibilité de surfer autant de temps que vous voulez sur, par exemple, une application favorite, que ce soit Facebook, WhatsApp ou autre. Ouais, Philippe Navet, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme d'entorse, comme je le disais, de la neutralité du net ? Je comprends votre question. D'ailleurs, à l'époque... Rapidement, il nous reste 30 secondes, mais allez-y. En 2 mots, à l'époque, un ministre s'était inquiété de ça. Il a posé la question à l'IBPT. Et l'IBPT a conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte à la neutralité du net parce qu'il considérait que quand on appliquait les lignes directrices du régulateur européen, qui interprète le fameux règlement qui consacre la neutralité du net, on considérait qu'en l'espèce, pour ce service-là particulier par Proximus, comme vous le disiez, il n'y avait pas d'atteinte à la neutralité du net. Maintenant, on pourrait imaginer que des offres similaires soient plus problématiques, comme ça a été considéré aux Pays-Bas, où c'est une loi nationale qui s'opposait à ça, et en Hongrie, où là, le régulateur hongrois a dit qu'il y avait atteinte à la neutralité pour le même genre d'offres, mais qui était un peu différente tout de même. Et c'est là aussi que se situe évidemment le rôle du régulateur, en l'occurrence ici, vous l'avez dit, l'IBPT. Eh bien, merci en tout cas pour vos explications sur ce sujet, qui n'est pas un sujet évident. Merci à tous les deux.